Julien Met. Bonjour. Alors, qui est Julien? Parlez-moi de votre parcours. Alors le parcours, le plus intéressant pour les gens évidemment c'est mon parcours football, même si mon parcours hors foot joue beaucoup dans ma personnalité et dans mes certitudes et ma manière de coacher les joueurs. Donc sur le plan football, j'ai 37 ans, j'ai commencé à entraîner à 20 ans. Dans ma ville, là où on habite avec mes parents, donc des petits jeunes. Ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que je suis parti à 24 ans dans un club professionnel, parce que à côté de chez nous, donc il y a un club qui est devenu professionnel en Ligue 2, donc ça s'appelle Libourne Saint-Seurin. Donc j'ai eu la chance pendant 4 années à Libourne de connaître le professionnalisme plus haut niveau, puisque le club était en Ligue 2, donc on jouait des équipes comme Nantes, Le Havre, Montpellier, etc. Et moi, j'avais des jeunes de 14 ans, 13 ans, qui chaque année partaient en centre de formation. Donc ça, c'est la chance que j'ai eue, c'est de connaître du très haut niveau très tôt, très jeune, alors que je n'ai pas été joueur de haut niveau. Ensuite, j'ai fait 2 clubs de banlieue bordelaise, et jusqu'à 33 ans, voilà. Donc pendant 13 ans, je me suis occupé des jeunes en France. Donc tous les niveaux, des tout petits, 8-10 ans, jusqu'aux plus grands, 19 ans. Et professionnel, club, semi-pro et amateur. Donc ce qui fait que j'ai une grande connaissance de tous les niveaux. Voilà. Et donc aujourd'hui j'ai des anciens joueurs qui sont professionnels, qui sont dans des sélections, etc. Et à 33 ans, je suis parti au Congo, Congo-Brazzaville, où j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait 2 clubs. Un premier club qui jouait le maintien, donc on va dire un petit club. Et ensuite j'ai été manager général du club qui est devenu champion. Voilà. Et donc on arrive à 37 ans où j'arrive à Djibouti. Comment s'est déroulé votre recrutement? Vous êtes sollicité ou avez-vous postulé pour entraîner l'équipe nationale de foot de Djibouti? En fait ça s'est déroulé par bouche à oreille. Moi je ne savais pas qu'il y avait cette demande-là. Et en fait, j'ai un ami agent qui est désormais devenu mon agent qui s'occupe de moi, qui connaissait le président de la fédération, Monsieur Souleymane, et donc il m'a fait part de cette demande, que l'équipe nationale allait être reconduite et que donc il cherchait un entraîneur. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que il m'a proposé à moi parce que juste avant, il y avait un entraîneur français qui a refusé. Donc il m'a dit Julien, est-ce que ça peut te tenter, parce que là il y a quelqu'un qui vient de me faire faux bond. C'est la 2e personne qui refuse, et je lui ai dit non, mais on va y aller puisqu'on était invités. Et donc voilà, c'est en étant invité par la fédération que j'ai pu passer 5 jours ici. Et en fait ce sont ces 5 jours qui ont fait la différence, parce que j'avais d'autres propositions de plusieurs pays d'Afrique, surtout des clubs, parce que les sélectionneurs le profil, c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé. D'accord. Mais les autres propositions ne m'ont pas invité. Okay. Or, j'avais besoin de venir sur place pour voir exactement comment ça se passe, les structures, et puis aussi la vie sur place. Et ce sont ces 5 jours qui ont fait la différence. Voilà. Donc, il n'y a pas eu j'ai pas postulé en fait. D'accord. Magnifique. Alors, même si on ne peut pas donner des pronostics pour le moment, parce qu'il y a quand même du chemin à faire, vous êtes en train de reconstruire l'équipe. Mais sinon, cela nécessite sûrement du temps, bien sûr. Avez-vous bon espoir d'atteindre votre objectif? En fait, ça dépend Déjà, il faut définir objectif. C'est un peu comme quand on fait un devoir de philo, il faut redéfinir les mots. Le problème du sport de haut niveau, c'est qu'on se fixe toujours comme objectif des résultats bruts quantifiables. Donc il faut gagner, il faut se qualifier, il faut marquer. Tout le temps, oui. C'est toujours quantifiable. Alors qu'en fait, on se rend compte que on va voir un match, on va au stade pour des émotions. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu avec le président Souleymane, c'est que il m'a pas fixé d'objectif de qualification ni de positionnement au classement FIFA. Et j'attendais avec impatience cet entretien avec lui, mais aussi avec Omar Marfoud, le directeur technique, et avec Mohamed Omar, le directeur développement. À aucun moment on m'a parlé de ça, et j'ai trouvé ça très intelligent, parce que c'est aussi un problème en Afrique, c'est que même quand on est un petit club, un petit pays, on veut toujours gagner, mais on ne se donne pas les moyens, on ne se donne pas de plan de développement. Or là, on a été très réaliste. On a dit, on mène une politique à long terme sur le développement du football des jeunes, mais on relance cette équipe nationale à court terme.
Et la seule chose qu'on m'a dit, on ne veut plus prendre de lourdes défaites. Donc des 5-0, des 8-0, ce qui est normal. Mais qui n'est pas forcément évident. On peut le dire comme ça, mais comme ça a été la réalité de l'équipe nationale pendant des années, c'est pas comme ça que ça va changer. Donc la seule chose que j'ai dit comme promesse, c'est qu'on ne prendra plus jamais de lourdes défaites. Ça, j'en étais convaincu. Et donc après, les objectifs qu'on se fixe dans un premier temps, donc c'est de remettre cette équipe à flot. Et là, on a obtenu un objectif qui est supérieur à ce que l'on espérait. Maintenant, il y a les objectifs que moi je me fixe et que je fixe aux joueurs. Et là, j'en ai rempli pas mal parce que on va pas s'arrêter là. Mais quand je suis arrivé, déjà, il faut savoir, les gens vont se moquer, mais j'arrivais pas à situer Djibouti sur la carte. Pour nous les Français, on connaît très bien Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, mais Djibouti on connaît pas parce qu'en fait c'est notre seul pays, notre seule ex-colonie qui est en Afrique de l'Est. Et on a tendance à imaginer l'Afrique de l'Est comme uniquement anglophone, quoi. Donc les Français, sauf des gens qui connaissent très bien ou qui sont très touristiques, on connaît pas Djibouti. Donc moi déjà premier objectif, je me suis dit il faut plus qu'un Français ne sache plus où se trouve Djibouti. Il faut qu'on fixe Djibouti sur la carte. Et là, je pense que c'est déjà réussi puisqu'il y a des médias du monde entier qui parlent de nous. Ensuite, les autres objectifs, je voulais que le public soit fier de son équipe nationale. Donc, ça veut pas dire gagner, qu'elle gagne. Des fois, on peut gagner en étant pas bon. Par exemple, la France, elle s'est qualifiée à la Coupe du Monde 2010 et tout le monde a détesté ça parce qu'il y avait la main de Thierry Henry. Donc, pourtant, on avait obtenu l'objectif. Mais il n'y avait pas la manière. Vous voyez, et moi je pense que on continuera à perdre, parce qu'on n'est pas, on va pas changer le football djiboutien, on est 195e nation mondiale, mais au moins qu'on le fasse avec panache. Or, ce que j'avais vu des anciens matchs, je voyais une équipe qui arrivait sur le terrain en victime expiatoire, c'est-à-dire qu'elle acceptait de fait qu'elle allait perdre, c'est-à-dire que l'équipe restait très bas sur le terrain. En fait, elle attendait la sanction, quoi, comme si vous voyez un chien qui arrive pour vous mordre, et vous dites je bouge pas, il va me mordre, mais il faut essayer de se battre. Donc je voulais donner une identité à l'équipe qui soit plus offensive, plus orgueilleuse, et que le public rentre chez soi en se disant ok, on a peut-être perdu, mais au moins l'adversaire, on a tout donné, et puis on n'est pas un petit qui se bat pas. Donc déjà ça c'est un objectif qui est réalisé, parce que quand on va en Éthiopie et qu'on fait 4-3, on est mené 3-1, on revient à 3-3, ce qui n'arrivait pas avant à Djibouti. Quand on prenait un but, 2 buts, on laissait le match filer. Donc déjà, il y a une réaction là-dessus. Et quand on est à 3-3, je peux vous dire que les Éthiopiens, ils ont très peur. Très peur, l'entraîneur a très peur, tout le monde a peur. Je vois, moi, au bord du terrain, que les joueurs, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et en fait, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est la violence. Donc ils ont été très violents avec nos joueurs, mais en termes de football, ils n'ont rien produit. Ils marquent malheureusement, mais nous on a la balle du 4-3 et là ça aurait été extraordinaire. Mais au moins on a gagné déjà le respect, parce qu'avant on n'avait pas. Même là vous voyez, Swatini, c'est une équipe qui nous a pas respecté au match aller. Ils se sont dit que ça allait être très facile. Mais une fois qu'on est parti des Swatini, maintenant ils nous respectent. Et ça, gagner du respect, c'est pas comme un c'est une plus belle victoire. Des fois on peut perdre et gagner le respect, et parfois on peut gagner le match, mais sans avoir ce respect de l'adversaire. Donc pour moi c'est important. Ça passe par la façon dont on joue, la façon dont on défend, la façon dont on se comporte aussi. Et ça, pour moi, c'est un objectif qui pour l'instant est rempli. Maintenant, il faut le perdurer, il faut le faire perdurer, il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Après, dans les autres objectifs que j'avais aussi, c'est de construire une équipe qui ressemble à la population et que la population puisse s'identifier à Djibouti. Alors, en peu de temps, l'analyse que j'avais faite, c'est que vous êtes un jeune pays, avec une population très jeune, une forte population jeune. Donc je voulais avoir une équipe jeune. Donc 50% de l'équipe est U23, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 23 ans. Et il y a plusieurs joueurs de 19 ans, 20 ans qui prennent part à cette équipe, qui sont titulaires, qui marquent des buts. Donc ils ne sont pas relégués sur le banc pour regarder les autres jouer. Ils ont partie prenante dans cette équipe et pour moi c'était important. Ensuite je voulais de la fierté et du fair play aussi. Donc très rapidement j'ai éliminé les joueurs qui étaient un peu trop méchants. J'ai pas sélectionné des joueurs qui prenaient des cartons rouges dans le championnat djiboutien. Toutes ces choses-là j'ai éliminé parce que moi j'ai trouvé, depuis que je suis arrivé, un peuple très accueillant, très très hospitalier avec moi, très sympa. Donc je voulais que l'équipe soit à cette image-là et corresponde au peuple pour que le peuple s'identifie et soit fier de son équipe. Donc là-dessus, sur ces objectifs, moi
on en remplit beaucoup. Il y avait 2 choses importantes que j'ai dit aux joueurs. Qu'on donne de la fierté aux grands et qu'on donne de l'espoir aux petits. Excellent. Donc déjà, pour l'instant, on y est. Maintenant, il faut continuer. Voilà. Et après, pour les plus sportifs d'entre nous, ceux qui sont un peu moins philosophes et qui sont très bruts, les objectifs, là, on va avoir 6 matchs internationaux. C'est de figurer du mieux que possible, donner du temps de jeu et de l'expérience à nos jeunes pour que l'équipe nationale se perdure dans le temps. On pourrait gagner à court terme 1 ou 2 matchs avec des joueurs, je sais pas moi, de 32 ans, 33 ans, sans que je fasse jouer les jeunes. Et une fois que moi je pars, une fois que ces anciens prennent leur retraite, il n'y a plus rien et derrière vous allez vous retrouver avec un vide de 2 ans, 3 ans. Ça servira à rien. Donc il vaut mieux peut-être qu'on va peut-être les perdre ces matchs-là, mais on fera jouer nos jeunes. Et ces jeunes-là, quand ils auront 23, 24 ans, ils continueront, ils transmettront le relais. Voilà. Donc je peux pas dire qualification, victoire, être premier. On joue chaque match pour les gagner. Si vous venez dans mes briefings ou au vestiaire, vous allez voir que dès que j'ai un joueur qui baisse la tête, je hurle sur lui comme un fou, quoi, parce que j'ai horreur de ça. Donc, parce que vous savez, cette question de objectif, il fallait que je vous la demande. Ouais. Parce que moi, je connais mes frères djiboutiens. On a un peu cette mentalité de quand on veut faire quelque chose, on croit que, bon, je ne vais pas généraliser, que tout peut arriver en claquant du doigt. Mais les objectifs, c'est aussi faire chaque jour des petits efforts. Bien sûr. Essayer, continuer, peut-être tomber, mais se relever et continuer. Évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc voilà, cette question, c'était vraiment très important. Vous l'avez bien expliqué. Et donc si vous voulez continuer. Non, après par rapport à ça, ce que j'avais noté, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour faire perdurer ce football, pour moi, je me suis fixé aussi d'autres objectifs. C'est trouver d'autres joueurs qui viennent, principalement d'Europe. Vous voyez, là, j'ai reçu des mails du Canada, des États-Unis, de Londres. On part au Qatar. On a un joueur qui vient de Suède. Okay. Un joueur qui vient de France. C'était une belle surprise, hein, deux joueurs. L'interview, le reportage du Canal+. Franchement, c'est bien, ça peut susciter un peu la curiosité. Vous pouvez même trouver d'autres personnes. Bien sûr, ça l'a fait. Suite à ce reportage, moi j'ai eu au moins 5 nouveaux mails là de joueurs qui m'ont dit j'étais pas au courant de cette détection, j'ai vu ça sur Canal. Donc ils ont eu mon mail, ils m'ont écrit. Je les verrai ces joueurs-là. Je trouverai le temps d'aller les voir. En tout cas, c'était une bonne idée. Vous êtes déplacé pour aller faire oui. ces détections. Oui, parce que les... en fait, on m'avait expliqué qu'avant, déjà, ici, il y a pas vraiment, on n'est pas organisé pour trouver la diaspora djiboutienne. Par exemple, un pays comme le Congo que je connais bien, là-bas, ils ont vraiment une quinzaine, vingtaine de personnes qui, en plus de leur travail à l'étranger, repèrent des joueurs. Donc, ils ont vraiment une cellule pour ça. Ici, c'est pas le cas. Donc, on est en train de la bâtir, cette cellule. Et c'est en bonne voie. Mais on m'avait expliqué que dès qu'on nous faisait repérer un joueur, on les faisait venir. Donc, par exemple, on faisait venir 10 joueurs à Djibouti, ce qui coûtait donc 20 billets. Ouais, bien sûr. Et une fois sur place, on se rend compte que, sur 10, il y en a 9 qui sont pas assez bons. Donc, moi, j'ai dit au président, on va faire une économie. On va payer mon billet d'avion. Moi, je vais aller là-bas. On fait cette détection à Paris. Parce que c'est central par rapport à l'Europe, c'est le plus simple pour venir. Ouais. Et on va voir qui est vraiment motivé. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce que c'est payé, le remboursement de frais? J'ai dit non mon ami, là tu postules pour l'équipe nationale, à toi d'être motivé. Donc il y a des joueurs qui sont venus de Suède, des Pays-Bas, de Lille, c'est pas très loin de Paris, de Bordeaux, de Marseille. Donc ils ont pris 24 heures, 36 heures, 48 heures de leur temps. Certains sont venus avec leurs parents. Il y avait vraiment un projet derrière. Et là, on a vu la motivation. Celui qui demande pas à être remboursé, quoi. Qui sent vraiment que c'est vraiment par patriotisme qui vient. Et quand vous voyez les interviews de certains dans ce reportage, on voit vraiment de la lumière dans leurs yeux. Voilà. Donc, ça nous a permis de repérer. Là, vous en avez 2 actuellement. Un joueur de 15 ans de Bordeaux et un joueur de 18 ans de Rotterdam, enfin des Pays-Bas. Ils sont actuellement avec l'équipe U20 nationale. Là, on vient de faire leur passeport, voilà. Okay. Donc là, déjà, on a commencé à construire l'avenir, puisqu'ils jouent à très haut niveau en Europe, donc ils vont apporter quelque chose. Et là, au stage au Qatar, donc il y a un joueur de cette détection qui nous rejoint. Et nous allons mettre en place une équipe U23, dans l'optique des Jeux Olympiques par exemple, et là il y aura au moins 4 joueurs qui vont nous rejoindre, donc c'était une initiative à faire, oui effectivement. Magnifique. Alors une autre question, qu'est-ce qu'une équipe nationale de foot? Quel chemin et quel sacrifice il faut prendre pour atteindre le sommet? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire
Déjà, il faut la considérer. Parce que quand je suis arrivé, alors ça va étonner maintenant, mais il y a des gens qui préféraient jouer dans leur club qu'en équipe nationale. Il y a des jeunes, puisque moi je m'occupe aussi des U17, donc je les ai mis entre parenthèses, mais de janvier à avril, je me suis occupé des jeunes U17 ici, l'équipe U17 nationale. Et bon, des fois on avait de l'absentéisme aux entraînements, des retards aux entraînements, des joueurs qui considéraient pas ça vraiment. C'est arrivé aussi en équipe nationale A, hein, de l'absentéisme sans le signaler au staff, des retards. Maintenant, c'est plus le cas, mais en tout cas, au début, c'était le cas. Donc déjà, il faut la considérer. C'est très important. Et c'est très difficile de considérer l'équipe nationale si on la voit comme une équipe qui ne fait que perdre. Maintenant, c'est plus le cas. Donc déjà, là, je peux vous dire qu'en 6 mois, on a renversé la tendance. Et donc déjà, il faut la considérer. Il faut considérer que c'est le très haut niveau. Par rapport à l'équipe nationale, il faut avoir aussi du patriotisme. Et ensuite, il y a quelque chose que tu as dit dans ta question qui est important. C'est le mot sacrifice. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de réalisation de ces objectifs sans sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde veut avoir le ballon d'or, jouer dans un grand club, jouer pour l'équipe nationale. On va rester à l'équipe de Djibouti. Tout le monde veut jouer maintenant dans l'équipe nationale de Djibouti. Mais je pense que le pourcentage de ceux qui sont prêts à faire les sacrifices est minime. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs la première fois qu'on s'est vus en mars. On a fait un stage d'1 semaine, c'est la première fois que je les ai vus. Et c'est ce que je leur ai dit. Il faut être prêt à pleurer, de joie, mais avant tout de peine. Il faut être prêt à souffrir, à avoir mal, à saigner, à être déconsidéré. C'est ça, une équipe nationale, et c'est ça le haut niveau. Donc moi, je les entraîne vraiment durement. Très durement. Et c'est pour ça que je suis fier des 25 joueurs qui ont réussi ce que l'on a réussi, parce qu'ils sont passés par de lourdes épreuves. Et si vous me demandez mon équipe type au mois de mars, elle ne ressemble pas à l'équipe qui joue maintenant. C'est-à-dire que je me suis trompé ou j'ai mal évalué certains. Je pensais qu'ils étaient plus forts que ce qu'ils étaient réellement. Et pourquoi ? Parce que moi je les ai entraînés à souffrir. Je leur ai fait du mal, je les ai vexés, je les ai déconsidérés devant les autres, mais exprès. Parce que sinon, si j'avais pas fait ça, j'aurais été un mauvais entraîneur. Parce que quand vous jouez en équipe nationale devant un stade plein, il faut que vous soyez prêt à être déconsidéré, à être sifflé, à être vexé. Et donc, si vous surmontez pas cette peine qui fait mal, quoi, hein, qui touche votre orgueil. Un travail sur l'émotion. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, là, je suis très calme et très gentil, mais à l'entraînement, je suis très très méchant. Il faut qu'ils s'entraînent à vivre des moments qui soient très durs. Être préparé à faire face à tout. Quoi. Oui, et surtout à être seul face à ça. C'est-à-dire que si vous ratez une passe, vous ratez un contrôle, vous ratez une occasion devant le but, vous êtes dans un sport collectif, mais à un moment donné, vous décevez seul tout le monde et vous devez y faire face seul. Et moi, je dois les entraîner à ça. Ça fait pas toujours plaisir, hein, parce que je suis humain, mais c'est mon objectif. Et donc tout ça pour dire qu'il faut faire des sacrifices pour réaliser ses objectifs et ses ambitions. Ça peut être des sacrifices qui sont familiaux, pas voir sa famille pendant un certain temps. Donc ses enfants, donc voilà. Ça peut être aussi sur des choses qui font rire tout le monde, mais sur l'hygiène de vie. Comment on dort, à quelle heure on se couche, qu'est-ce qu'on mange. Moi je leur dis souvent... les habitudes c'est important. Oui, c'est primordial chez les sportifs. Bon pour la bouche, mauvais pour le corps. C'est-à-dire qu'on aime bien ce qui est sucré, ce qui est un peu gras, on aime bien les sauces, on aime bien les sodas. C'est interdit en équipe nationale tout ça. Donc je suis pas sûr que tous les jeunes... Un régime pour suivre une... Oui, bien sûr, c'est primordial. C'est primordial parce que le haut niveau, il est... Comment dire ? Il demande beaucoup d'efforts, de répéter beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, les blessures musculaires, elles n'arrivent pas par hasard. C'est soit l'alimentation, soit le sommeil. D'accord. Donc voilà. Et donc, je suis pas sûr que tous ceux qui m'écrivent des messages sur Facebook ou sur mon mail et qui veulent jouer en équipe nationale, je suis pas sûr qu'ils soient prêts à ne plus jamais boire de soda, par exemple. C'est pas un détail. Ils sont prévenus, là. Ouais, ils sont prévenus. Il faut boire de l'eau, que de l'eau. Je sais pas s'ils sont prêts aussi à changer un peu leurs habitudes, manger moins. Parce que y a des joueurs souvent en Afrique qui mangent beaucoup trop. Trop manger, c'est pas bon. Comme on dit l'expression avoir faim, ce joueur il a faim. Il a faim, c'est justement il a pas l'estomac rempli. Et bon, après ça serait de la biologie, mais c'est important ça. Souvent les joueurs ils se gavent avant ou la veille d'un match et ça les rend lourds et pas performants. Donc moi j'ai bouleversé beaucoup de croyances et d'habitudes de ces joueurs-là. Et là où il faut les féliciter, c'est que
Ils m'ont suivi. Ils se sont bien adaptés. Ils l'ont fait. D'accord. Sinon, ils seraient pas là. Parce qu'on a commencé les entraînements fin mai et début septembre, on réussit déjà quelque chose d'historique. Donc, on peut pas en si peu de mois complètement renverser la tendance si on n'a pas totalement changé ses habitudes. Donc, dans leurs règles de vie, la ponctualité, la politesse, le respect des autres, l'alimentation, tout ça, ils ont changé complètement leur façon de vivre. Et c'est louable, parce que changer quand on a 30 ans, 32 ans, 25 ans, même 20 ans, hein, à 20 ans on croit qu'on a toujours raison et qu'on sait tout mieux que les grands, ben c'est pas facile. Donc là-dessus, les joueurs, ils ont un grand mérite. D'accord, alors il est de nature humaine de baisser les bras lorsqu'il y a une défaite. En tant que sportive, comment voyez-vous l'échec? Est-ce que on peut parler de l'échec comme si c'était un ingrédient pour ne pas baisser les bras et continuer? Comment vous pouvez Oui, exactement. Après, il y a... Alors, comme on a défini l'objectif, il faut aussi définir l'échec. Des fois, on peut perdre en ayant rempli tous nos objectifs, et des fois, on peut gagner en n'ayant pas rempli tous nos objectifs. Donc, qu'est-ce que l'échec? L'échec, c'est pas seulement la défaite. Moi, je me fixe comme objectif de séduire le public, une victoire ne suffira pas. Il faut la victoire et la manière. Ou il faut avoir la défaite et la manière. Donc, qu'est-ce que l'échec? Bon, on va dire la défaite pour rester simple et pas faire trop philosophe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça te paraît logique de vaincre l'échec, d'avoir la rage de vaincre et de pas accepter l'échec. Mais en fait, c'est pas toujours évident. Il y a des sportifs, moi j'en ai connu au Congo, parce que la première équipe que j'ai entraînée là-bas, quand je suis arrivé, ils avaient 8 défaites sur 9 matchs. Ils étaient au fond, ils étaient derniers. On leur avait convaincu que c'était des gros nuls. Le vice-président, les supporters. Donc eux, c'était des nuls. Donc si vous mettez ça dans la tête des gens, et ils se disent c'est normal qu'on perde. Et ils continuent de perdre. Alors qu'en fait, c'était pour provoquer une réaction. Mais c'est totalement mauvais. C'est la même chose quand je suis arrivé ici. Dans les premiers stages et les premiers entretiens, puisque je me suis entretenu individuellement avec chaque joueur. Pour connaître l'homme derrière le joueur, son état d'esprit, sa façon de voir le sport et tout ça. Je me suis rendu compte que beaucoup se déconsidéraient énormément. Parce qu'effectivement, ils avaient des mauvais résultats, mais en plus de ça, des coachs, d'autres joueurs, des supporters, des dirigeants, ça pouvait être de la Fédé ou dans leur club, beaucoup de monde leur avait dit vous êtes des gros nuls quoi. Vous perdrez tout le temps, vous allez perdre. Voilà, et ça continue encore parce que je vois encore que là, même si on réalise un match nul à l'extérieur ou une victoire, il y a encore des gens qui vont dire vous enflammez pas, ils vont perdre. Donc c'est-à-dire qu'on a associé. Le moral, tout ça. Bien sûr. Mais c'est pas bon du tout. Bien sûr, mais c'est pour. Il y a encore des gens maintenant. Nous, c'est notre objectif de baisser ce pourcentage de personnes défaitistes et pessimistes. Il faut plus associer Djibouti à défaite. Mais c'est tout un travail. Et c'est pour ça qu'avant, quand ils prenaient un but, l'équipe s'écroulait parce qu'ils se disaient voilà, le destin arrive quoi. Comme je te disais tout à l'heure avec le chien, il est là, c'est bon, je vais me faire mordre. Donc on se laisse mourir quoi. Et ça, on a réussi. Au prix de beaucoup d'engueulades et de beaucoup de travail, à changer un peu la tendance des joueurs. Maintenant, il faut que les supporters aient ça. Mais en fait, lorsque j'avais fait le vlog, parce que je suis venue à l'aéroport avec quelques followers sur ma page, il y en a qui me disaient, lorsque j'avais posté le vlog, mais de toute façon, ça ne sert à rien, ils ne vont pas gagner, nanana. Et après, moi, je l'ai pris un peu en aparté, je lui ai parlé en privé, j'ai dit, écoute, le plus important, au pire des cas, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on se prend moins de buts. Mais c'est vrai. Et sinon, tout ce qu'on peut espérer, c'est de gagner. Donc, restez positif. Il faut croire en notre équipe parce que le fait de croire en eux, vont se sentir privilégiés, se sentir importants et ils vont continuer à se battre. Donc, c'est ça qui est important en fait. Ne pas trop tout le temps être dans le pessimisme. Oui. C'est une gangrène en fait. Tu sais, on dit que les gens qui ont une maladie grave comme le cancer, leur morale a beaucoup joué en fait sur l'apparition de la maladie. Je vais te donner un petit secret si on a des supporters qui nous écoutent. Pour le match aller des Swatini, on était donc à PK23 en stage bloqué pour préparer le match, comme on dit en Europe, une mise au vert. Et en fait, au fur et à mesure que le match se rapprochait, je mettais J-3, J-2, J-1. Et donc en fait, je marquais J-3 avant la victoire, J-2 avant la victoire, J-1 avant la victoire, jour J, jour de victoire.
Si tu répètes ça, ça rentre dans ta tête. Tu n'es plus un loser, tu es un gagnant. Non, moi je savais qu'on allait gagner. Et en plus, on a fait un très bon match. On mérite largement de gagner ce match aller. Et on aurait même pu gagner un peu plus. C'est dommage qu'on marque des buts un peu raccros, mais bref. Si tu mets ça dans la tête des joueurs, et en Éthiopie c'était la même chose. Je leur avais dit, aujourd'hui c'est l'exploit. On n'est pas passé loin. Mais bon, c'est pas les mêmes joueurs. On peut pas dire c'est les mêmes joueurs parce que j'ai changé 70% de l'effectif. Mais néanmoins, il y avait cette mentalité qui gangrénait. Même nos petits jeunes, même les petits jeunes que je récupérais, ils n'avaient aucune ambition. Ils voient un entraîneur français qui arrive. Quand vous allez par exemple dans d'autres pays d'Afrique, ils voient un entraîneur français, ils se disent bon c'est bon, je vais me donner à fond et lui il va me permettre de partir en Europe. Mais ici il y avait même pas ça. C'est moi qui leur ai dit mais les gars, faites-vous votre carrière et partez, moi je vous aiderai à partir. Voilà. Mais c'est important le fait d'avoir de l'expérience en fait, de jouer pour d'autres clubs, comme ça la personne elle est encore beaucoup plus formée et elle peut revenir défendre les couleurs du. Par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur les objectifs, ça c'est un de mes objectifs, trouver des joueurs en Europe et faire partir des joueurs de Djibouti. Et là, grâce au match qu'on a fait, j'ai déjà des amis français, agents, centres de formation qui ont repéré certains de nos joueurs. Donc ça c'est une de mes prochaines missions, c'est de partir en France avec 4-5 joueurs et de les placer. Largement faisable. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'échec, d'un point de vue plus général. L'échec, il est consubstantiel à la victoire en fait. Mais ce qu'il faut, c'est bien l'analyser. C'est-à-dire que tu as un entraîneur français qui s'appelle Claude Onesta de handball qui en parle très bien de ça. Des fois, il laissait dans des tournois son équipe perdre en fait. Les adjoints lui disaient coach là il faut faire ça. Laisse faire. Et c'est vrai que c'est important pour nous, les joueurs, les entraîneurs, parce que ça permet après de mieux asseoir notre autorité. Tu vois, il y a des victoires qui sont trompe-l'œil. Je pense que ceux qui connaissent le foot, ils savent bien, si tu prends sur, par exemple, le PSG sur les dernières années, ils gagnent facilement dans le championnat de France parce qu'ils sont plus forts. Ils peuvent jouer à 60%. Mais ça leur donne de mauvaises habitudes qui fait que quand ils ont un obstacle face à eux, de Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à le passer. Donc, pourtant, ils faisaient que gagner avant. Donc, les gens qui connaissent pas le sport, ils disent, mais pourtant, ils gagnaient tout le temps. Okay. Oui, mais ils gagnaient en étant à 60% de leur capacité. Or, ça, c'est une mauvaise habitude. Et il vaut mieux perdre en ayant donné 100% que gagner en étant à 60%. Tu vois, par exemple, on perd, mais on joue bien. On analyse ça sereinement. Ça va nous permettre de gagner après. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est extérioriser la défaite. Si tu dis on a perdu à cause de l'arbitre, à cause du ballon, à cause de la météo, donner une excuse, c'est pas bon. Ça sera toujours la faute des autres. Par contre, si tu dis ok, bon ça on a bien fait, on remplit des cases, voilà, on a bien fait ça. Il nous manque ça, on travaille sur ça et on garde ça. Voilà. Et c'est comme ça que je travaille avec l'équipe nationale, qu'on gagne ou qu'on perde. Et c'est très important. Parce que tu sais, par exemple en 2001, Nantes, ils ont perdu 5-0 face à Bordeaux. C'était au mois de septembre. À la fin, ils ont été champions. À Bordeaux, là d'où je viens, en 99, on a perdu 6-0 contre Parme en Coupe d'Europe. 2 mois après, on est champion de France. Donc l'échec, pour répondre à ta question, ça permet de ressouder, de se recentrer sur l'essentiel, de se reconcentrer. Et de pas... Des fois, il y a des victoires. Au football, tu peux gagner 1-0 sans tirer au but. L'adversaire marque contre son camp. Toi, tu prends 5 poteaux, tu as gagné 1-0. Pourtant, tu mérites pas et t'as pas été bon. Si tu sors de ce match-là en disant « Ouais, on a gagné », après, pendant 10 matchs, t'es foutu. Tu comprends ? Donc, il vaut mieux être sévère dans les victoires et juste dans les échecs pour mieux rebondir. Donc, vous êtes quelqu'un qui a une carrière internationale. Donc, ici à Djibouti, nous avons des clubs d'amateurs, les jeunes joueurs de quartier, mais aussi des grands clubs. Donc, cette question va sûrement aider plus d'un. Quel est le profil d'un bon entraîneur ? C'est compliqué aussi parce que il y a des entraîneurs qui sont bons et qui perdent, et il y a des entraîneurs qui franchement sont mauvais et qui gagnent. Et nous, dans le milieu du foot, on connaît des entraîneurs qui ont des bonnes équipes et qui travaillent beaucoup moins. Mais comme ils ont des grands joueurs, ils gagnent. Donc c'est difficile pour définir qu'est-ce qu'un bon entraîneur. Moi je dirais qu'au plus simple, parce que bon ça fait 17 ans que je réfléchis sur la question, en fait un bon entraîneur c'est quelqu'un qui fait progresser. C'est ça. C'est ça que j'en voulais entendre. Tant mieux alors, on s'est pas briefé avant. Oui. Le bon entraîneur, si toi, il y a le football mais il y a plein de choses. Maintenant en Occident, je sais pas trop ici, mais en Occident se développe beaucoup le coaching personnel.
Donc ça peut être aussi le coaching mental dans le milieu de l'entreprise. Mais bon, je parle là des gens qui veulent perdre du kilo ou des kilos ou avoir un meilleur cardio. Donc ils prennent un coach personnel. Qu'est-ce qu'on va chercher? Pourquoi on le fait pas tout seul? Pourquoi on va chercher un coach? Parce qu'il va nous donner de la motivation, des objectifs, il va structurer le travail et il va nous permettre d'aller plus loin que là où on serait allé tout seul. D'accord. Donc c'est ça un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui te fait progresser. Maintenant, un entraîneur de football, il a une grande difficulté. C'est pour ça que les grands entraîneurs de foot gagnent autant d'argent. Il doit entraîner une équipe. Qu'est-ce qu'une équipe? C'est assez métaphysique en fait. C'est pas l'addition de personnalités, mais il y a quelque chose, c'est comme un spectre, un espèce d'ectoplasme qui existe mais qui n'existe pas. Il faut entraîner ce cumul de joueurs et en même temps il faut entraîner 25 joueurs un par un. Donc on est à la fois entraîneur d'un collectif, c'est l'équipe, mais aussi de chaque joueur. Mais aussi, on est aussi entraîneur du staff. Quand moi je suis entraîneur, j'entraîne aussi entraîner, c'est-à-dire amener avec moi. Suivez-moi les gars. J'impose une direction, j'impose un rythme et je fais des choix. Non, on passe pas par là, on passe par là. C'est un peu comme un GPS en fait. Donc, un bon entraîneur, il doit avoir évidemment les compétences sur la matière qu'il entraîne. Donc le football, donc des compétences tactiques, techniques, athlétiques. Comme moi, il y a des joueurs qui viennent me voir, j'ai une blessure ici, il faut au moins que je sache où la mener, où le guider pour déjà que la blessure ne se reproduise pas, qu'il arrive à l'identifier et la soigner. Et ensuite, tout le reste, c'est aussi des blessures. Un joueur qui n'arrive pas à réaliser un geste technique, c'est une blessure. Bon. Donc, l'entraîneur, je dirais que le premier niveau, c'est l'analyse. Le niveau 1 des entraîneurs, c'est l'analyse. Voilà. Après, il y a des gens qui font des analyses bateau. Ah, lui, il est pas bon. Ah, lui, il est bon. Ça, c'est pas un bon entraîneur. Ensuite, parce que toi, qui n'es pas entraîneur, tu pourrais faire la même analyse. Ou alors, tu pourrais aller voir au stade et dire « Ah, ils sont plus forts que nous ». Il y a des gens qui se disent entraîneurs et leur seul niveau de réflexion c'est « Ah, ils sont plus forts ». Comme moi, quand je suis arrivé à... Ça peut baisser le moral des joueurs. Évidemment. Et en plus, c'est tout à fait bateau comme analyse. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a beaucoup d'entraîneurs. Beaucoup. Qui m'ont dit on peut pas y arriver, vous avez du courage, mais nos joueurs sont trop petits, on est trop lent, etc., etc. Ici, il fait trop chaud. Ils sont tout de suite mis des barrières, quoi. Bien sûr, l'entraîneur doit pas se mettre de barrières. C'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est il y a quelqu'un qui nous confie un effectif. Là, le président, il m'a confié la nation. Voilà, mon effectif, il est comme ça. Moi, je vais pas dire ouais, vous êtes trop maigre, vous êtes trop petit. Sinon, on prend quoi? On prend des Camerounais, on les naturalise. C'est pas ça un entraîneur. Vous m'avez donné ça, ok. Maintenant, c'est à moi de faire le maximum pour tirer cet effectif au maximum. Si son maximum, c'est d'être 150e nation mondiale, ok, on est 150e nation mondiale, mais on sera à notre maximum. Voilà. Et donc, il y a le premier niveau, c'est l'analyse. Ensuite, il y a les constats. Pourquoi c'est comme ça? Faire des bons constats. C'est comme un médecin. Un bon médecin, il va commencer par te dire vous êtes souffrante. Déjà, c'est le minimum quand même. Déjà, un mauvais médecin, toi tu te sens pas bien, et s'il te dit non mais vous allez bien, tu dis mais c'est pas un bon médecin. Ensuite, il y a les constats. Pourquoi vous êtes souffrant? Et ensuite, il y a les diagnostics. Donc, comment on fait pour améliorer? Donc, un bon entraîneur, d'abord, il fait une analyse, il part de constats. Il doit faire les bons constats. Il doit pas dire ces joueurs-là, ils sont pas bons parce que ceci. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et après, il faut trouver les bons diagnostics. Donc, c'est le même chemin, en fait. Tu vois, si tel joueur ne donne pas plénitude de ses moyens, est-ce que c'est un problème physique, psychologique, est-ce que c'est un problème tactique, etc. C'est à nous de trouver. Et ensuite, on doit donner les réponses. C'est là qu'intervient vraiment l'entraîneur. Toi, tu as besoin de quoi? De t'améliorer dans tel domaine. Moi, je vais te donner tel type d'entraînement, tel type de programme, tel type de conseil. C'est ça un bon entraîneur. D'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de bruit. Vous allez juste le rapprocher. Voilà. Alors, quel regard portez-vous sur le foot djiboutien? Parce que vous voyez comme ça dans l'ensemble. Alors, football djiboutien, on peut dissocier deux choses. Il y a le jeu en soi, le rapport au football de la population. Et puis, il y a comment il est organisé, comment il est structuré. Bon, déjà, je dirais qu'ici, il y a un rapport au football qui est un rapport de plaisir, avant d'être un rapport de compétition. Même les joueurs, oui, c'est important. Le plaisir, et puis leur rapport ici, votre identité, c'est les beaux gestes. Tout le monde veut toucher le ballon. Quand vous voyez les gamins qui jouent dans la rue ou dans les quartiers, personne veut aller dans les buts ou personne veut marquer, mais tout le monde veut faire des passes. Alors qu'il y a des pays, leur culture, c'est l'efficacité. Ici, c'est pas ça.
Ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a eu tant de mauvais résultats. Il faut changer aussi cette mentalité. Après, dans l'identité, c'est beaucoup de joueurs techniques qui manient bien le ballon, qui utilisent bien le ballon, qui le maîtrisent bien, ça c'est une bonne chose, et qui manquent forcément d'efficacité puisque c'est ce que je viens de dire. Après, le football djiboutien, dans sa structure, il est très bien structuré, puisqu'il y a 3 divisions de championnats masculins, il y a les championnats féminins, il y a les championnats de jeunes masculins, U14, U17, il y a le championnat en salle, il y a le championnat de beach, même si c'est un football alternatif, mais bon, c'est quand même aussi du football. La fédération a excellemment bien structuré les compétitions. Il y a pas mal de domaines, hein. Je suis allée sur leur page. Franchement, ils font pas mal de choses. Oui. Ouais. Je voulais, c'était vite. Et ensuite, on doit donner les réponses. C'est là qu'intervient vraiment l'entraîneur. Toi, tu as besoin de quoi? De t'améliorer dans tel domaine. Moi, je vais te donner tel type d'entraînement, tel type de programme, tel type de conseil. C'est ça un bon entraîneur. D'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de bruit. Vous avez juste à le rapprocher. Voilà. Alors, quel regard portez-vous sur le foot djiboutien? Parce que vous voyez comme ça dans l'ensemble. Alors, football djiboutien, on peut dissocier 2 choses. Il y a le jeu en soi, le rapport au football de la population. Et puis, il y a comment il est organisé, comment il est structuré. Bon, déjà, je dirais qu'ici, il y a un rapport au football qui est un rapport de plaisir, avant d'être un rapport de compétition. Même les joueurs, oui, c'est important, le plaisir. Et puis, leur rapport ici, votre identité, c'est les beaux gestes. Tout le monde veut toucher le ballon. Quand vous voyez les gamins qui jouent dans la rue ou dans les quartiers, personne veut aller dans les buts ou personne ne veut marquer, mais tout le monde veut faire des passes. Alors qu'il y a des pays, leur culture, c'est l'efficacité. Ici, c'est pas ça. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a eu tant de mauvais résultats. Il faut changer aussi cette mentalité. Après, dans l'identité, c'est beaucoup de joueurs techniques qui manient bien le ballon, qui utilisent bien le ballon, qui le maîtrisent bien, ça c'est une bonne chose, et qui manquent forcément d'efficacité puisque c'est ce que je viens de dire. Après, le football djiboutien, dans sa structure, il est très bien structuré, puisqu'il y a 3 divisions de championnats masculins, il y a les championnats féminins, il y a les championnats de jeunes masculins, U14, U17, il y a le championnat en salle, il y a le championnat de beach, même si c'est un football alternatif, mais bon, c'est quand même aussi du football. La fédération a excellemment bien structuré les compétitions. Il y a pas mal de domaines, hein. Je suis allée sur leur page. Franchement, ils font pas mal de choses. Oui. Ouais. Pour une fédération africaine, c'est franchement une des meilleures fédérations dans l'organisation des compétitions. Ça, c'est clair. Et en seulement 2 ans. Donc ça veut dire que ça va aller encore plus loin. Moi, j'étais au Congo, il n'y a pas de championnat de jeunes là-bas. Il n'y a que 2 divisions, c'est mal structuré. Donc voilà, vous avez des pays comme le Cameroun, le Sénégal qui ne sont pas structurés comme ça. Donc déjà en termes de structure, c'est une bonne chose. Là, il y a une académie qui va se construire parce que ça, c'est un manque. On manque de structure de type académie, centre de formation, de foot, fait par la fédération. Donc qui ressemble à un centre de formation européen.
où les gamins vont rentrer, je crois, à l'âge de la 6e, comme on dit en France, quoi. Donc de 12 à 18, quoi. Ils seront en internat, ils auront les cours dans l'académie, cours scolaires et cours de football. Voilà. Ça, c'est un premier pas. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose dans la mentalité et la perception du football djiboutien que j'essaye d'apporter, c'est qu'il manquait un mental de compétiteur. Donc on en revient à sacrifice, et etc. C'est ça qui manquait. Maintenant, j'espère que, je l'ai apporté sur cette équipe-là. J'espère que ça va rejaillir et que ça va se diffuser sur tout le reste. En fait, moi, je connais un peu la mentalité de mes frères djiboutiens. C'est qu'une fois qu'on commence un petit quelque chose, on a tendance à propager. Non, je pense qu'ils vont continuer. Ah ben, j'espère. C'est des gens, c'est des braves. Hein. On appelle les djiboutiens terre des braves. Oui. Donc au départ, on est un peu timide, mais une fois qu'on apprend quelque chose, bam, c'est bon. Bah tant mieux, donc, c'est ça qui est essentiel. J'espère qu'ils vont en tout cas continuer. Oui, oui. Ce qu'il faut pas surtout, c'est revenir dans ces vieilles habitudes. C'est ce que j'ai connu moi, par exemple au Congo. C'est pourquoi je suis parti, parce que j'essayais de mettre en place des projets de formation des jeunes, d'académie. Tout ça, ça n'intéressait pas en fait là-bas. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vite gagner de l'argent, donc favoriser les anciens joueurs. Et donc, ils ont énormément de talents, que ce soit le Congo-Brazzaville ou le Congo-Kinshasa. Ils ont des talents, des jeunes incroyables, mais qui sont cantonnés à la rue parce que là-bas, on les laisse quoi. Et après mon passage, des jeunes qui jouaient avec moi en première division, ils sont retournés dans leur quartier parce que les entraîneurs locaux n'en voulaient pas. Voilà. Et c'est ce genre de pays qui, après il y a aussi le fait que c'est pas un blanc qui va nous expliquer comment il faut faire, mais ça c'est mauvais, c'est néfaste, parce que ça permet pas d'avancer quoi. D'accord, là je comprends. Un conseil à donner à un futur entraîneur ou quelqu'un qui exerce déjà le métier, quelques conseils qui peut aider son équipe ou qui peut... Ouais, bien sûr. La première des choses déjà, c'est la qualité essentielle, c'est de penser aux autres. C'est là où en fait beaucoup d'anciens joueurs de football se trompent quand ils veulent devenir entraîneurs. C'est parce qu'ils ont passé 20 ans à penser qu'à eux, ce qui est normal. Hein. Le joueur, il doit penser à lui, à son corps, à son mental. Il doit être égoïste pour être performant. Les emporter avec le joueur, non. Mais l'entraîneur, oui. C'est là où il faut basculer. Il faut devenir totalement altruiste. Alors qu'avant, un joueur, il est totalement égoïste. Et ça, c'est important. En fait, quand vous êtes entraîneur, vous n'avez plus de vie personnelle. Vous vous consacrez aux autres. C'est un sacerdoce. Donc ça, c'est vraiment très important. Faut mettre son ego de côté. Quand l'équipe perd, bien sûr, toi aussi tu perds. Mais les joueurs souffrent avant que toi tu souffres. Donc faut pas dire aux joueurs c'est à cause de vous, voilà, moi j'ai tout fait, regardez. Non, on est ensemble ou on l'est pas. Ça c'est une première chose. Ensuite, il faut être curieux. Il faut toujours, et là je dirais, se former et s'informer. Se former, donc passer des formations. La fédération, elle propose des formations d'entraîneurs. Mais aussi on peut se former par rapport à l'utilisation des ordinateurs, ça c'est très important. L'outil statistique, c'est très important. Le montage vidéo, c'est très important. Voilà. Là, les joueurs en équipe nationale, ils ont découvert ça. On fait énormément de vidéos. Des fois, on reste 2 heures, 2 heures et demie en salle vidéo. Les joueurs, ils dorment pas. Hein. Ils regardent. Ils sont à fond. Et c'est ce qui a fait la grosse différence sur le plan tactique. On regarde les adversaires, on étudie, on regarde nos matchs, les adversaires. Moi, j'informe toujours les joueurs. Regardez tel adversaire, comment il joue, son point fort, pied gauche, pied droit. Ils peuvent voir là où ils ont des lacunes aussi. Exactement. On revient sur ce que nous on a fait. On regarde toujours nos matchs en entier, donc ça dure plus de 2 heures, mais personne ne quitte, tout le monde est à fond. Et ils ont envie de ça. Donc c'est pour ça que je dis aux coachs djiboutiens, donnez-leur de la vidéo parce que vos joueurs, ils en ont envie. Donc ça, c'est tout ce qui est se former, et ensuite s'informer sur les tendances, et là je dirais même tout ce qui est extra-football. Il faut regarder tous les matchs, mais un conseil, les coachs, ils doivent plus être supporters. On peut pas regarder un match en disant moi je suis pour Liverpool. Non, parce que peut-être que l'adversaire de Liverpool, il va faire tactiquement un truc qui pourra te servir à toi. Donc il faut que tu regardes objectivement. Moi, j'ai arrêté d'être supporter des Girondins de Bordeaux quand je suis devenu entraîneur. Je peux plus supporter, c'est plus possible. Parce que l'adversaire de l'équipe que tu supportes, si ça se trouve, elle a des caractéristiques qui correspondent à ton équipe. Donc c'est eux qu'il faut regarder. L'entraîneur ne doit plus être supporter de personne, sauf de l'équipe nationale de Djibouti. Voilà. Il doit être curieux. Très important, c'est d'être curieux. Regarder les tendances. Bon, sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Et puis, là, par exemple, profiter de ma présence. Échanger entre eux. Les entraîneurs, ils sont pas ennemis. Il faut échanger entre eux, voilà. Et un autre conseil,
Un autre Changer conseil. entre- Oui, c'est important. Ensuite, j'avais noté un conseil, tu vois, j'ai bien fait de prendre des notes. Il faut faire des séances qui sont attractives. Malheureusement, j'ai regardé beaucoup d'entraînements ici des équipes. Et ce sont des séances où, moi, en tant que joueur, en fait, la chance que vous avez, c'est que les Djiboutiens, comme la plupart des Africains, respectent l'aîné. Donc, ils vont jamais critiquer votre séance d'entraînement. Ils viennent, mais ils sont pas motivés. Si vous vous entraînez des Français, c'est ça que ma chance. C'est en France, si vous faites un mauvais entraînement, un gamin de 14 ans, 15 ans, il va vous dire mais c'est pourri. Donc vous êtes obligé toujours de vous remettre en question pour séduire les joueurs, que votre entraînement soit attractif, que le joueur il sorte de la séance en ayant appris quelque chose. Si vous faites uniquement des tours de terrain, de la musculation, pour asseoir une forme d'autorité de colonel, vous faites un truc de militaire, mais vous faites pas du sport. Or, il faut développer l'intelligence des joueurs et qui eux-mêmes sur le terrain en match, ils sont tout seuls. Ils vous entendent plus les joueurs. Moi, je crie comme un fou pendant les matchs, mais ils m'entendent plus. Non, il faut les rendre indépendants. Pour les rendre indépendants, il faut qu'ils analysent eux-mêmes les situations et qu'ils trouvent les solutions aux problèmes. Mais c'est pas en faisant 15 minutes de tour de terrain, des pompes. Voilà. Voilà. Non, il doit penser par lui-même. Et ensuite, il faut l'arrêter en disant bon, tu as fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et là, petit à petit, au début, c'est difficile. Hein. Les Djiboutiens, ils me regardaient comme ça. On me demande mon avis. Bon, mais on voit vite que ça porte ses fruits. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais noté, important. Jamais de routine. Il faut pas que le joueur, quand il arrive à l'entraînement, il dit ah, aujourd'hui, on va faire ça. En fait, c'est comme un couple, la relation entraîneur-entraîné. S'il y a de la routine dans un couple, ça commence à se fissurer. Et entre les joueurs et l'entraîneur, c'est la même chose. Si vos joueurs, ils vous apportent une routine, vous allez dire, bon, on va se séparer de lui. Et les joueurs, encore plus important, s'ils commencent à se dire, ah, mercredi, je sais qu'on va faire ça. Si vous avez des fois des joueurs qui vous disent, coach, je suis malade. Il est pas malade, hein. Il a pas envie de venir. Voilà, donc pas de routine, ça c'est important. Mais ça signifie qu'il faut se creuser la tête, qu'il faut toujours surprendre ses joueurs et trouver des entraînements attractifs. Ça c'est vraiment pour moi le principal conseil. Wow, d'accord. Durant votre carrière d'entraîneur, avez-vous rencontré des difficultés? Donc, il y a sûrement des débats, enfin, il y a la victoire, il y a les défaites. Ouais. Des difficultés, vous en avez eu? Ouais, bien sûr, énormément, ouais, beaucoup. En fait, je pense que dans quelques années, quand je serai bien installé, j'écrirai un livre parce que ce que j'ai vécu est très symptomatique de ce qu'on peut. Ah oui. Bon, en toute modestie, les sacrifices et les difficultés que j'ai rencontrées, je pense que elles serviront à d'autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le pays le plus difficile pour obtenir le diplôme professionnel d'entraîneur de toute l'Europe. Ceux qui connaissent le football, vous voyez des jeunes entraîneurs allemands, des jeunes entraîneurs portugais qui n'ont pas joué au football. Bon, moi j'ai joué, j'avais un niveau moyen, je n'ai pas été pro, mais il y a des entraîneurs qui n'ont même jamais joué, comme Leonardo Jardim, comme Tedesco en Allemagne, enfin il y en a plein. En France, c'est pas possible. En fait, en France, on est dans cette reproduction sociale où on privilégie les anciens joueurs professionnels et que vous avez différents échelons pour arriver au diplôme pro. Et les anciens joueurs pro, eux, ils sautent des étapes. Ils arrivent à l'avant-dernière étape. Okay. Ou des personnes comme moi, qui sont issues du milieu amateur, doivent commencer du premier pour aller jusqu'en haut. Mais pour aller jusqu'en haut, c'est très difficile et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis exporté. Donc j'ai rencontré, moi, des difficultés dans mes formations d'entraîneur en France, où j'étais très jeune, très haut, comme j'ai commencé à 20 ans, à 24 ans, 25 ans, j'avais déjà des hauts diplômes. Et mon profil ne plaisait pas à certains formateurs qui étaient de l'ancienne école. Et en fait, moi je pensais que les formateurs et nous, les formés, on était du même monde et qu'on pouvait discuter. Et c'est une erreur que j'ai commise, c'est que j'ai de temps en temps contredit les formateurs. Et ça a été très mal vécu et j'ai été saqué en fait. Et donc j'ai perdu au moins 5 à 6 ans dans mon évaluation. Ouais, parce qu'on m'a fait chaque année revenir pour ce qu'on appelle un rattrapage. Mais vous n'avez pas lâché? Et non, j'ai jamais lâché. Non, jamais. Et j'ai connu des périodes de chômage, des grandes périodes de précarité, mais grâce à mes parents qui m'ont gardé chez eux, qui ont toujours cru en moi, ça m'a permis de vivre tout en pouvant. Oui, c'est énorme. Vous aviez de la passion qui était au summum, quoi. Ce que j'avais, c'est une grande confiance en moi. La confiance, on l'acquiert en se comparant aux autres. C'est-à-dire que le fait de passer des premiers diplômes et tout ça, au début, j'étais très modeste et je me disais c'est pas fait pour moi. Mais quand j'ai vu les autres, je me disais bon, quand même, par rapport à eux, je suis bon. Et après,
dans d'autres diplômes, notamment celui où le formateur m'a saqué, les autres qui passaient le diplôme, certains étaient des anciens pros, ils m'appelaient le major. Ils venaient me voir pour me dire bon Julien, aide-moi pour l'entraînement. Alors que je me disais putain mais lui c'était un ancien joueur pro. Donc tout ça, ça m'a donné de la confiance. Donc quand vous avez un certain niveau de confiance, il y a certains avis qui ne vous touchent plus en fait. Vous voyez. Et ça c'est très important, la confiance en soi. Donc ça m'a fait perdre beaucoup d'années. Et puis la confiance de mes parents, ça a été primordial pour moi. L'entourage qui oui. qui te pousse. Oui. Mes parents, ma petite amie de l'époque, voilà, tout le monde savait que je vivais une injustice et que en fait, bah voilà, la personne ne pouvait pas me voir et donc elle a usé de son pouvoir pour me faire perdre 5 années, quoi. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'était une grande épreuve. J'ai dû passer ensuite repasser tout le cursus de diplôme dans une autre région, donc à 700 km de chez moi. Donc là, quand on parle de sacrifice, voilà, je dormais dans la voiture pour aller faire ça, donc tu vois, c'est pas évident. Et après, d'autres difficultés, c'est quand je suis arrivé en Afrique. Souvent on dit les blancs ils viennent prendre notre argent, bon, ce qui est pas faux pour certains. Mais moi au Congo j'ai pas été payé pendant plus d'1 an. Et ce qui en fait ça m'a ruiné en fait Voilà. Ouais, j'ai dû je pensais que ça allait arriver. Voilà, parce que mon président c'était un ami. Donc je pensais pas qu'il pouvait me faire ça quand même. Et puis quand on était dans l'aventure avec l'équipe dont je te parlais tout à l'heure qui avait perdu tous ses matchs avant que j'arrive. Quand j'arrive, on commence à gagner, on crée des exploits. Donc du coup les joueurs gagnent de l'argent. Donc ils peuvent nourrir leur famille, leurs enfants. Et donc pendant plusieurs mois, je me dis je vais partir, je suis plus payé. Je me dis, je peux pas partir parce que si je les abandonne, ils peuvent plus faire vivre leur vie. Voilà. Donc je suis resté très 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 longtemps. Bon, j'étais nourri, logé. Oui, ça me correspond un peu, mais c'est un peu inconscient, voilà. Donc ça, c'est les 2 principales difficultés que j'ai eues. Et après, d'autres difficultés aussi que j'ai eues, c'est que étant jeune, en Afrique, j'ai eu beaucoup de réticence à m'employer parce que en Afrique, quand on prend un blanc, il faut que ce soit un ancien grand joueur professionnel de 60 ans, voilà, ce qui est pas du tout mon cas. Oui, mais on est toujours dans ces préjugés. Si je te fais la liste des personnes qui m'ont contacté ou où j'ai postulé avant Djibouti, il y a beaucoup de monde, mais on m'a toujours sorti la même chose. Ah, mais vous êtes encore trop jeune, alors que j'ai 17 ans d'expérience. Personne ne regarde l'expérience. Exactement. Et c'est là où il faut louer votre président Souleymane. Lui, il en a eu rien à faire de ça. On lui a présenté mon cas, il a regardé le CV, il a vu les années, les expériences, et puis je pense aussi qu'il s'est dit, un entraîneur jeune, donc il peut pas nous laisser tomber, il est obligé d'être à fond avec nous. Parenthèse, Souleymane, je pense que j'irai lui serrer la main un jour, mais il s'en est pris plein la, comment dire, excusez-moi le terme, de la gueule, quoi, critique, mais lui il était debout et tout. Il n'a pas lâché. Ouais. Non, c'est une de ses caractéristiques. C'est magnifique. Moi, j'irai un jour lui dire bravo. Ouais. Et quand ils m'ont signé, je leur ai dit, c'est pas de la fausse modestie ou j'aurais dit vous trouverez pas meilleur profil que moi. Parce que ici, moi j'ai connu le milieu pro, le milieu amateur. Donc si vous avez des difficultés, je sais déjà les gérer. Je connais l'Afrique, j'ai une grande ambition, je suis jeune, ça correspond à donc voilà, j'ai formé des jeunes, etc. Donc vous trouverez pas meilleur profil que moi. Et donc moi, je suis obligé de me battre pour ces gens-là à fond et j'ai tout donné parce que c'est des gens qui ont cru en moi. Et là, je suis en train de leur rendre. Et je pense je sais que le président Souleymane, il est très très heureux de ce qui est arrivé et il doit se dire j'ai bien fait. Parce que par rapport à ses collègues présidents africains, il leur a donné une leçon. Ouais. On peut prendre des jeunes, on peut prendre un blanc, même si c'est pas un ancien grand nom du football. Vous êtes un exemple pour pas mal de gens. Et d'ailleurs, c'est pas pour vous vanter. En tout cas, je remercie Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport et Monsieur Souleymane qui ont fait un effort considérable. Et sans vraiment, c'est pas pour vous vanter, mais c'est une réalité. C'est que vous avez donné de l'espoir à toute une nation. Donc pour ça, je voulais vous dire merci. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer, gagner, toujours. Ça va continuer. Alors, les jeunes qui veulent devenir professionnels, un conseil pour eux, des gens qui sont déjà dans le foot, amateurs ou déjà professionnels, mais qui, je sais pas, leur manque quelque chose encore. Bon, déjà, si on parle des jeunes djiboutiens, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été très 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 surpris. C'est la première fois que j'arrive dans un pays où je vois des jeunes qui n'avaient même pas cette ambition. Maintenant, c'est en train de changer. Et puis, si Dieu le veut, ça va changer avec les joueurs que je compte amener en Europe.
qui deviennent des modèles et des exemples. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de croire en quelque chose si ça n'est jamais arrivé. S'il n'y a pas de modèle, surtout. Oui. Pas de référence. Il nous faut, ouais. C'est là aussi où c'est fort que on ait un soutien des plus jeunes parce qu'on n'a pas de star dans l'équipe de Djibouti. Et souvent en Afrique, bon, tu identifies une équipe à une star. Égypte, Salah, Gabon, Aubameyang, etc., etc. Et bon, au détriment des autres. Mais les jeunes, ils peuvent pas dire la star du football djiboutien c'est Mahdi, c'est Abdou Kader, c'est Waïs. Non, c'est l'équipe la star. C'est aussi ça qui est beau. Et il faut qu'on arrive à leur donner des modèles comme ça. Maintenant, donc, la première chose, c'est d'y croire. Okay. La première chose, c'est d'y croire et c'est de se dire c'est possible. Georges Weah, le seul ballon d'or africain, il vient du Libéria. Je pense pas que c'est un pays très très développé ou très très football. Voilà. Donc moi je dirais que c'est l'exemple quoi. Ensuite, pour être un peu plus concret, il faut être professionnel pour des bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Si tu veux, pour être une star, faire des... Oui, ce qu'on appelle les motivations extrinsèques, c'est-à-dire les femmes, l'argent, les voitures, le matérialisme. Ce qui tue un peu notre société, notamment en Occident. Il faut que ça vienne du cœur. Et je dirais, si tu veux donc faire gagner de l'argent à ta famille, très bien, deviens ingénieur. Deviens ingénieur, avocat, médecin, professeur. Ça durera plus longtemps en plus. Parce que foot, tu peux gagner très bien ta vie 1 ou 2 ans et tu perds tout après. Bon, ça c'est la première chose. Et je poserai une question. Est-ce que tu préfères gagner 1000 euros par mois en jouant au Real Madrid ou 1 million d'euros par mois en jouant à Cartilet? C'est la question qu'il faut poser, parce que ça veut dire quoi professionnel? Est-ce que c'est gagner de l'argent ou est-ce que ça veut dire jouer dans des grands stades, gagner des grandes compétitions, toucher des gens, comme tu viens de le dire, connaître le plus haut niveau de son sport, jouer avec les plus grands? C'est ça aussi qu'il faut poser comme question. Parce que moi, je sais que de France, j'avais beaucoup de joueurs, coach, aide-moi. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était juste gagner de l'argent. Donc, je leur disais, va jouer en division 4. Tel club, ils ont un gros sponsor, tu vas gagner 3000 euros par mois. Puis te prends pas la tête. Plutôt que de faire, ce qu'on disait tout à l'heure, énormément de sacrifices pour aller au plus haut niveau. Et ce que les gens ignorent, c'est que des fois, il y a des clubs qui jouent en Ligue 1, Ligue 2. Il y a des joueurs, ils gagnent moins bien leur vie que dans division 4 ou division 5. Donc, c'est les bonnes raisons. Pourquoi tu veux être professionnel? Il faut se poser les bonnes questions et savoir pourquoi tu veux faire. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où c'est pourquoi, moi, il y a pas celui qui me dit moi je veux gagner des sous, bah pas de problème, je vais l'aider. Mais je vais pas lui dire la même chose que celui qui me dit moi ce que je veux, c'est gagner le Ballon d'Or ou jouer en Ligue des Champions. C'est pas la même chose, ce sera pas le même entraînement quoi, et ça sera pas la même durée aussi. Voilà. Cette question et pour les parents, j'espère que vous aurez un peu les idées claires sur ce que vous voulez voir comme avenir pour votre enfant. Je parle du côté sportif. Donc pour chaque objectif, il y a un chemin. Lorsqu'on veut devenir sportif professionnel, y a-t-il un âge pour commencer? Commence-t-on petit? On avait notamment parlé de l'académie, donc une première à Djibouti. Il y aura une académie, donc... Est-ce qu'on commence petit lorsqu'on devient sportif? Oui, là je peux pas mentir et je peux pas faire comme si on était dans un film américain. Le plus tôt c'est le mieux. D'accord. Il y a quelque chose qu'on appelle l'âge d'or des acquisitions motrices. Donc c'est, on va dire, entre 10 et 13 ans, même un peu plus tôt selon certains. C'est-à-dire que donc tout ce qui est psychomoteur et qui correspond à la technique du football. Donc la relation entre le cerveau et le geste technique. Donc un grand joueur, on va partir de la fin. Un grand joueur, il faut qu'il ait 2 pieds, il faut qu'il soit mobile, il faut qu'il soit rapide techniquement, il faut qu'il arrive à gérer plusieurs situations, à se situer dans l'espace. Tout ça, c'est de la psychomotricité. Et tout ça, en fait, ça s'apprend le plus tôt possible. Pour les parents, comme je le suis, puisque j'ai un petit garçon, on connaît les méthodes de Montessori, c'est beaucoup de psychomotricité. Et la psychomotricité, en fait, c'est la base de la technique. Et plus tôt il prendra rapport et contact avec le ballon, plus fort il sera techniquement. Plus fort il sera techniquement, plus il aura confiance en soi. Parce qu'il pourra gérer avec ballon beaucoup de situations. La confiance va l'amener à travailler ensuite d'autres choses. L'aspect athlétique, l'aspect tactique, etc. C'est-à-dire que plus tôt il se débarrasse de la maîtrise du ballon, plus il peut se concentrer sur d'autres choses. Si vous commencez à 16 ans, ça va être vraiment très très tard. Vous pouvez avoir des qualités athlétiques, comme Usain Bolt, on peut pas faire plus fort que lui, mais il est nul au football. Donc ça suffit pas. Bah oui, il faut des tactiques, des techniques. Bien sûr, c'est le seul sport où on touche le ballon avec le pied.
Et si ça fascine autant de milliards de personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas naturel là-dedans. Si c'est pas naturel, il faut le commencer le plus tôt possible. Ensuite, comme tu parlais de l'académie, c'est vrai que pour ce qui est du niveau professionnel, donc on va parler du top européen, il y a un premier repérage qui se fait à 12-14 ans. C'est le premier repérage. Que je connais très bien, c'était l'âge où j'étais en club pro. Si t'es pas repéré là, déjà, les chances baissent. Il y a toujours des cas particuliers. Comme je te disais sur les films américains, c'est parce qu'on aime bien les histoires particulières. Mais ça, ce sont des exceptions. Donc si on fait une sociologie du footballeur, on doit prendre les grands cas, c'est-à-dire 95% de la réalité. Sinon, on va mentir aux parents. 95% de la réalité, c'est que les jeunes, ils sont repérés très tôt. Après, bien sûr, il y a des belles histoires, mais ça, c'est très rare. On peut pas miser sur ça. Si ton fils, il veut faire une carrière professionnelle, après, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut les bonnes raisons. Il faut pas le forcer. Il faut qu'il devienne pro pour lui-même, pas pour ses parents. Moi, j'ai eu de très, 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 très bons joueurs. Les meilleurs joueurs que j'ai entraînés à 13 ans, ils jouent plus au football aujourd'hui. Ils étaient forcés par leurs parents. À un moment donné, ils ont connu le divorce des parents. Ça leur a mis un coup au moral qui fait qu'ils n'avaient plus assez de passion, de force pour jouer au football. Donc les bonnes raisons, et puis il faut le faire pour soi, pas pour les autres. Parce que le jour où vous êtes pas bon, ce qui fait mal, c'est que vous avez déçu les autres. Alors que se décevoir soi, bon, on peut le surmonter. Tu vois? Donc ça, déjà, c'est important. Et ensuite, oui, commencer le plus tôt possible. Et puis, après, l'accompagnement des parents, ça doit être aussi un accompagnement avec les éducateurs. Moi, je parlais beaucoup avec les parents parce que je partais du principe que les parents, ils nous confient leur enfant, comme un prof. On peut pas dire, oh, les parents, ils nous font chier, on les met de côté. Comme certains disent, hein, certains éducateurs. On prend leur enfant et point barre. L'enfant, il est issu d'un père et d'une mère. Bon, on doit leur rendre des comptes. Et les parents doivent aller vers l'éducateur. Parce que des fois, votre enfant, il va avoir un comportement à la maison qu'il n'aura pas au football, voilà. Et donc, il faut être ensemble dans l'éducation, sans que l'enfant le voit. Il voit pas la complicité. Comme ça, il va se confier à l'entraîneur, et l'entraîneur dira aux parents. Parce que ça reste de l'éducatif, c'est très important. Et après, là où il faut les accompagner dans l'échec. Il faut qu'ils aient droit à l'échec. Il faut qu'ils aient le droit de se tromper. On en revient à ta très bonne question de tout à l'heure sur l'échec. L'échec, c'est ce qui te permettra d'être encore plus fort. Tu vois, tu connais une défaite aujourd'hui, tu la surmontes après. Par exemple, la blessure. La blessure, c'est un échec. Quand l'enfant il connaît la blessure, il faut l'accompagner, il faut bien le soigner, il faut qu'il comprenne ce qu'il a vécu pour plus que ça se reproduise. Parce que s'il connaît sa première blessure à 20 ans, ça sera peut-être la dernière. Si la première fois qu'il est sur le banc des remplaçants, c'est à 20 ans, peut-être qu'il ne surmontera jamais cela. Tu vois, par exemple, j'ai un joueur qui est à l'Olympique de Marseille maintenant, là. Je l'avais quand il avait entre 15 et 17 ans. Jamais on n'aurait pu penser qu'il jouerait à l'Olympique de Marseille. Et techniquement, il était pas très bon. Quand je l'ai récupéré, moi, donc c'est un exemple pour les parents. Il était toujours titulaire, capitaine, c'était le boss de l'équipe. Quand je l'ai récupéré, première chose que j'ai fait, je l'ai mis sur le banc et il a pas joué. Il a fini, il a pleuré. Ça fait mal au cœur de voir un petit garçon de 15 ans pleurer comme ça. Il a pris une énorme claque. Mais je lui ai dit, il s'appelle Dumbo Gassama. Donc s'il le voit, je lui dis Dumbo, là, ça va te faire grandir. Il est à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. C'est ce qu'il attend au moins. Voilà. Et la saison d'après, il a encore refait la star, premier match, sur le banc. Et il a joué 10 minutes. En fait, je lui ai appris l'humilité, la modestie, le fait qu'il n'était pas indispensable à l'équipe. Et surtout pour lui, je lui ai appris, attention, peut-être que plus tard, tu vas rencontrer des obstacles. Il faut que tu apprennes à les vivre le plus tôt possible. Donc vous voyez, par exemple, si ses parents étaient venus me voir en tant que coach, on me dire, mais comment ça se fait qu'il est toujours titulaire, toujours capitaine? Eh ben, ça se serait mal passé, parce que moi, je me serais pas laissé faire et j'aurais même plus fait jouer. Mais les parents n'ont rien dit. Là où c'est important d'accompagner. Et on peut pas prendre meilleur exemple, hein. Moi, j'ai eu des joueurs plus forts que lui, qui jouent plus, et lui, il est à l'Olympique de Marseille. Ça lui a appris la ténacité. Et peut-être qu'il se serait peut-être endormi, et moi, je l'ai réveillé, vous voyez. Donc voilà, l'exemple que je donnerais, c'est de travailler de pair avec les éducateurs. Après, attention, hein, il peut y avoir des éducateurs qui sont pas bons, hein, dans leur manière de parler, dans leur manière de... Donc il faut aussi surveiller ça, sans être dans de la paranoïa. Dur, mais toujours garder ce respect entre... Bien sûr, c'est très important. Voilà. Mais un éducateur qui est dur avec votre enfant, faut essayer de comprendre pourquoi, et ça va lui faire certainement plus de bien qu'un éducateur qui met votre enfant toujours capitaine, toujours numéro 10, et qui lui dit toujours « c'est bien, bravo », alors qu'en fait c'est dangereux pour l'enfant. Lui, il le prépare pas du tout. Exactement. Voilà. Ouais.
Donc voilà les conseils que je donnerais. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Franchement, c'est un honneur pour moi d'avoir accepté. Et puis, à toutes les personnes qui suivent ma page, je voulais juste vous dire que toutes ces questions, je les ai un peu préparées. Franchement, je les ai préparées ce matin. Et voilà, trac, trac, trac. C'est pour ça qu'il y avait autant de définitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ceci veut dire? Juste histoire de vous faire comprendre un peu qu'est-ce qu'un foot et les sacrifices qu'il faut faire. Que les choses prennent du temps en fait. On peut pas tout de suite parler de victoire. Voilà, pour chaque objectif, comme je le disais, il y a un chemin. Et ce chemin, parfois, il peut être très long, mais au final, on peut aller toucher cette victoire et connaître un peu le succès. Écoutez, merci beaucoup et peut-être à la prochaine pour un prochain numéro de Perspective. Alors, je vais juste faire une petite intro pour annoncer. Je le tiens. Ouais, je vais juste